Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au dernier L'Œil pense. Anne et moi, au nom de la Maison d'Amérique latine et de l'USA, sommes ravis de recevoir ce soir une artiste guatémaltèque, une jeune artiste guatémaltèque, Mena Guerrero, dont nous avons découvert l'œuvre grâce à la fondation Fiminco, où elle est résidente actuellement. Mena Guerrero est une artiste basée à Antigua. Avec une approche transdisciplinaire, elle explore la peinture, l'installation et la performance. Elle s'inspire de son expérience personnelle, de son environnement. Elle s'intéresse à l'interaction entre le paysage, couleurs et textures, comme on peut déjà voir. Bonsoir. On peut déjà voir dans le flyer. Et aux expériences multisensorielles. Elle les chante aussi. Donc toutes les expériences sont prises en compte dans son travail. Nous allons, avec elle et nos invités, essayer de déceler le mystère de son travail, puissant, magnétique, qui s'inspire autant de la force des volcans qui entourent Antigua que de la fragilité de la fleur. Mena nous propose en fait un cosmos unique qui emporte et comporte et ses œuvres, et le corps, et le cosmos entier. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Cristina Chiruz, la grande spécialiste de l'art d'Amérique centrale en France, curatrice, historienne de l'art et grande amie de L'Œil pense également. Cristina est peut-être celle qui connaît le mieux le travail de Mena avant Fiminco, car elle a fondé Mazorca, qui est une plateforme qui donne à connaître les artistes d'Amérique centrale et qui propose une résidence à la Cité internationale des arts à un artiste par an sélectionné par un jury. Mena a fait partie des finalistes de l'année dernière. Et pour finir, en représentation de Fiminco, qui est la résidence qui accueille Mena, nous avons la joie d'avoir avec nous ce soir également Julia Petit, coordinatrice à la Fabrique résidence d'artistes Fiminco, qui va nous parler un peu comment ça fonctionne tout ça. C'est très intéressant. Et merci à tous en septembre pour une très belle programmation. Et on aimerait beaucoup peut-être faire une séance de questions à la fin, si on a le temps. Merci beaucoup à tous. À Guatemala, la lumière, c'est très spécial parce que nous trouvons là, à Guatemala, que c'est un tout petit pays, beaucoup de lacs, des fleuves et l'océan Pacifique et l'océan Atlantique sont tout près. Ce qui fait que la lumière ne soit une lumière directe, mais soit une lumière toujours en reflet de lumière parce que c'est le soleil qui frappe l'eau et après cette eau frappée par le soleil monte comme si ça c'était une lumière spéciale. Oui. Et c'est pour ça que je trouve que dans les ouvrages des écrivains de Guatemala, on rencontre cette espèce de magie, que c'est la magie de la lumière. Guatemala, paysage endormi dans la lumière, enchantement, splendeur, pays vert, pays des arbres verts, vallées, collines, forêts, volcans, lacs, verts, verts, sous le ciel bleu, sans tache, et tous les mélanges de couleurs qu'offrent les fleurs, les fruits et les oiseaux dans l'essaim des anilines. Mémoire du frémissement de la lumière, annexion d'eau et de ciel et de terre, annexion, modification, jusqu'à l'infini doré par le soleil. Asturias naît à Guatemala Ciudad le 19 octobre 1899. Sa mère de Merci beaucoup, Anne, de nous recevoir à la Maison d'Amérique latine et Grecia pour cette organisation avec l'IESA. Merci. En fait, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous tous. Merci beaucoup d'être venus. Et pour moi, c'est une culmination d'un moment déjà qui a été très agréable parce que c'était vraiment le prétexte pour pouvoir avoir des conversations super intéressantes avec Mena et vraiment approfondir sur ce que c'est que d'être artiste guatémaltèque dans un contexte de résidence un peu longue à Paris. Alors,
en discutant, on a aussi réfléchi un peu à cet arbre généalogique qu'il y a dans le monde de l'art, parce que évidemment, nous savons tous que quand un artiste crée, il crée aussi dans un contexte donné, il crée aussi dans une lignée, et pas forcément consciente d'ailleurs. Et donc, en réfléchissant un petit peu et en faisant des liens, il y a deux artistes dont je voudrais vous parler, qui sont deux artistes guatémaltèques qui sont venus à Paris et qui ont eu leur vie et leur carrière totalement changée à travers l'expérience d'une résidence ou d'un type de résidence à Paris. La première d'entre elles, c'est Antonia Matos de Masso, donc d'origine française et qui arrive dans les années 20 à Paris. Antonia Matos est née en 1902 et elle est morte en 1994, donc elle a vraiment traversé le XXe siècle. Et c'est une femme qui, dès le plus jeune âge, comme c'est souvent le cas, se découvre artiste et veut vraiment aller plus loin et veut découvrir le monde de l'art. Il y a aussi des rumeurs comme quoi elle a posé nue pour une figure de cariatide au Guatemala dans les années 1920, au début des années 20, etc. Donc il y a beaucoup de scandales autour de sa figure et c'est quelqu'un qui est tombé dans l'oubli et qui aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, commence un petit peu à ressurgir au Guatemala seulement, et il y a très peu de documentation sur son travail. Mais moi, j'aime beaucoup ce qu'elle représente. Donc elle arrive à Paris en 1927. Donc le Paris des années folles, elle habite dans le quartier du Montparnasse, vraiment au cœur de ce Paris incroyable. Elle est inscrite au cordon bleu, mais elle ne va jamais en cours. En fait, elle s'inscrit aux Beaux-Arts. C'est la première femme latino-américaine inscrite aux Beaux-Arts dans les années, donc en 1927. Et elle devient l'élève de Lucien Simon. Et donc, elle rencontre vraiment tout ce petit monde de l'art. Vous savez, c'était vraiment la Mecque de l'art, les années 20 à Paris. Et donc, elle rencontre beaucoup de personnes, en fait, Modigliani, elle rencontre Zadkine. Elle est tout de suite repérée aussi par une galerie importante à l'époque qui s'appelait la Galerie Zac. Et donc, elle côtoie vraiment tous ces grands artistes de cette époque. Et donc, c'est une galerie qui a exposé, par exemple, Diego Rivera, qui a exposé Torres Garcia, l'Uruguayen. Elle côtoie également, enfin bref, beaucoup d'artistes de cette époque-là. Et en fait, elle découvre à Paris son corps. Et je pense que ça, c'est vraiment un lien qu'on peut faire avec le travail de Ménin, et qui est qu'en fait, elle arrive à Paris et elle commence à découvrir le nu, et notamment les nus masculins. Elle en étudie vraiment toute l'anatomie avec passion. Et donc, elle va beaucoup à l'Académie de la Grande Chaumière, etc. Elle vit donc cette vie très, très libre du Paris des années 20. Et donc, elle fait d'ailleurs donc, cette œuvre en 1932 qui participe au concours des peintres olympiques, donc en 1932 à Los Angeles, et elle gagne un prix pour cette œuvre-là. Donc voilà, des pirogues, donc en même temps ces hommes qui se fondent un petit peu dans le paysage, qui font partie de ce paysage. Et à droite, vous voyez une autre œuvre qu'elle a peinte et qui a ensuite été censurée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Antonia Matos reste à Paris entre 1927 et 1934, et au moment où Hitler arrive au pouvoir, où les tensions commencent à monter en Europe, en même temps c'était fascinant parce que le Bauhaus arrivait à Paris, donc il y avait encore plus d'émulation culturelle, mais son père qui était diplomate voit un peu les choses roussir, et donc il lui dit « tu reviens ». À Guatemala. Et donc, elle prend avec elle l'exposition qu'elle avait présentée à la Galerie Zac avec des nus masculins, une grande proportion de nus masculins. Elle arrive au Guatemala et elle décide donc de recontacter ses professeurs, Rafael Rodríguez Padilla de l'école des Beaux-Arts guatémaltèques, etc., enfin que les grands maîtres qui étaient à l'époque et qui l'avaient soutenue à son départ à Paris.
Et quand elle revient au Guatemala, elle les recontacte, elle organise une exposition aux Beaux-Arts, et c'est une catastrophe. Toute la haute société guatémaltèque arrive et critique très négativement son travail en disant que c'est pas possible qu'une femme de cette société fasse des nus, etc., qu'elle soit aussi libre et tout ça. Et donc elle est obligée, pour continuer à exposer, de s'auto-censurer, c'est-à-dire en fait elle peint des caleçons à tous ses nus. Ce qui est terrible parce que voilà, c'est des ajouts qui ont été faits par elle, mais elle a été obligée de le faire pour continuer à exposer. Et puis après cette exposition, elle ne repeint plus, elle n'expose plus. Elle vit toute sa vie, donc des années 30 aux années 90, sans autre exposition, et donc on découvre son travail après. Donc ça, c'est un peu une triste histoire. Mais on arrive dans les années 70, un autre moment de révolution culturelle à Paris. Donc après les années de mai 68, c'est un moment aussi de grande libération féminine, de re-questionnement de tout, et de grand intérêt évidemment pour l'art et pour les performances, donc aussi pour un peu les performances urbaines, etc. Il y avait tout un groupe de femmes, par exemple, qui allaient faire des cérémonies à l'Arc de Triomphe en l'honneur de la femme inconnue du soldat inconnu. Bref, donc dans ce contexte-là, Margarita Zurdia arrive à Paris et elle obtient d'être résidente à la Cité internationale des arts qui venait d'être créée. La Cité des arts vient de fêter ses 60 ans, donc c'était un peu ses débuts. Et donc, elle découvre Paris à travers cette émulation culturelle. Elle décide... je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 68, pardon, c'est 1974-1982. Le moment où elle est à Paris, désolée. Et Margarita Zurdia, à l'époque, avait 42 ans. Elle est née en 1931. Et dès qu'elle arrive à Paris, elle rencontre beaucoup de gens. Elle est exposée dans une galerie aussi, qui s'appelait Iris Claire, de la marque de joaillier Christophe. Et donc, elle est reconnue un peu comme un des nouveaux noms de l'art au féminin à Paris. Évidemment, des artistes étrangères. Et donc, évidemment, aussi, elle côtoie tous les cercles d'artistes qui sont à la Cité des Arts. Là, vous la voyez avec une de ses toiles, donc Grandeur Nature. Elle venait justement de faire cette série qui s'appelle Hommage à Guatemala, Hommage au Guatemala. Donc, c'est une interprétation très libre de ce que c'est que d'être guatémaltèque. En tant que guatémaltèque, je vois très bien, mais en même temps, ça a l'air plutôt des femmes africaines, à savoir qu'il y a une communauté afrodescendante au Guatemala, mais qui est assez périphérique. Et donc, par contre, les masques, c'est vraiment des masques rituels de danse traditionnelle, etc. Voilà. C'était une femme qui avait déjà une expression extrêmement libre et qui réfléchissait beaucoup aussi aux termes de la maternité, de la féminité, etc. Ça, c'était dans les années... elle a fait ses sculptures au début des années 70. Voilà. Ça, c'est un peu les œuvres, les huiles sur toile qu'elle faisait, beaucoup inspirées des huipils et des tissages guatémaltèques, entre autres. Elle arrive à Paris, la Cité des Arts. Alors ça, c'est un dessin... en fait, elle commence... on a beaucoup d'écrits. Donc, contrairement à Antonia Matos, en fait, on a énormément de matériel sur Margarita Zurdia. Elle écrivait beaucoup de journaux intimes, etc. Et ça, c'est vraiment un dessin que je trouve assez touchant de son appartement rue Greneta, dans le 2e arrondissement. Elle a eu beaucoup d'appartements, donc après la résidence à la Cité des Arts, elle a beaucoup déménagé jusqu'à trouver un nid à côté de la Bastille. Et donc, elle avait ce souci de l'espace à Paris. Évidemment, ce n'est pas les mêmes espaces qu'on a au Guatemala, ni les mêmes moyens. Et donc, à Paris, en fait, elle découvre... Déjà, c'est un moment de grande introspection. Pour elle disait à un moment que c'est aussi le moment où elle a eu cette université à Paris comme un doctorat. Elle disait c'est l'université que je n'ai jamais eue, Paris. Et donc, elle est passée par beaucoup d'états émotionnels, beaucoup d'introspection, beaucoup de journaux intimes, et elle commence à
a essayé de créer sans beaucoup d'espace, en fait, sans l'espace et les moyens auxquels elle était habituée. Et donc, elle commence à explorer le dessin et la poésie. Donc, à Paris, c'est vraiment les années où elle a aussi fait des recueils de poésie, etc. Et elle commence à faire des œuvres aussi, voilà, des poésies avec des dessins très simples, elle cherchait vraiment l'universalité à travers la simplicité du dessin. Beaucoup le mouvement, beaucoup voilà, l'essence des sentiments humains. Donc là, elle écrit. En plus, je trouve ça très émouvant parce qu'en fait, elle se corrige. On voit que c'est un peu effacé avec une gomme. Les 2 ou 3 dernières vertèbres de la colonne sont raides. Elles sont dépareillées entre toi et moi. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on a peur de les laisser dérouler sur la terre comme des coquillages en spirale. Voilà, le poil, la ressemblance. Elle cherchait vraiment voilà, des icônes un peu, en fait, des figures un peu, voilà, où tout le monde pouvait se reconnaître. Je trouve ce dessin très Ménin, d'ailleurs, le premier, avec ce volcan entre les jambes, le mystère et la mort. Voilà, il y en avait beaucoup. C'est une série. Elle a fait une édition de 1000 exemplaires quand même à l'époque, 1980, avec ses dessins. Quelques citations que je trouve intéressantes aussi du point de vue justement de cette frustration d'être à Paris, de découvrir quelque chose, voilà, tout ce stimulus qu'on peut avoir dans une ville monde comme Paris et en même temps ne pas savoir quelle va être sa place, etc. Donc, voilà, donc ça c'est la première citation. Du point de vue du travail, tout se passe très bien pour moi. La galerie Iris Claire, qui est très célèbre ici, s'intéresse à ce que je fais et en ce moment, je participe à une exposition collective de 100 femmes artistes, toutes très célèbres. La section contemporaine du Musée d'Art Moderne envisage même de me consacrer une exposition et je recevrai une réponse en septembre ou fin octobre. Alors, je saurai enfin quoi faire, rester à Paris ou envisager Milan. Il y a des jours où tout est fantastique et d'autres jours où je pense que tout cela n'est que provisoire, en attendant ce merveilleux condor qui ne semble jamais vouloir apparaître. Comme vous le voyez, aujourd'hui est un de mes mauvais jours. Donc ça, c'est une lettre qu'elle écrit à une amie. Et bon, finalement, il n'y a pas eu d'exposition monographique au Musée d'Art Moderne. Peut-être que ça va arriver. Ensuite, il y a cette citation aussi sur l'espace. Donc, elle dit « J'ai appris à dessiner. Cela a été le résultat d'un changement d'environnement significatif. Au Guatemala, je pouvais me permettre de faire de grandes peintures ou sculptures. J'avais l'espace physique pour cela. À Paris, nous étions 3 personnes vivant dans 27 mètres carrés et j'ai dû me réduire à une simple feuille de papier. J'ai donc commencé à faire des livres dessinés et comme j'avais un très grand besoin de me raconter, la parole est aussi apparue et mes premiers poèmes ont commencé à voir le jour. » Voilà. Et ensuite, une citation sur l'université qu'a été Paris. Donc, plusieurs années plus tard, en 2022, une exposition au Reina Sofía, qui était la première rétrospective à l'international, qui a suivi en fait une rétrospective au Musée d'Art Moderne de Guatemala City, dont la commissaire a été la même, Rosina Casali, et c'était une extraordinaire exposition, avec un beau catalogue que je vous recommande en fait, vous pouvez le voir en ligne sur le site du Reina Sofía, mais sinon vous pouvez le commander évidemment. Voilà. Bon, alors moi, dans tout ça, en fait, moi, ça me touche personnellement, et là, c'est un peu le moment autobiographique. Mais je passe beaucoup de temps entre le Guatemala et la France. Et pour moi, c'est des sortes de résidences, en fait. Ces moments d'échange entre le Guatemala. Les moments que je passe au Guatemala, c'est aussi des moments où je me remets en question en tant que commissaire. Je fais évidemment beaucoup de visites d'ateliers, etc. Et ensuite, ça me permet aussi de revenir en France avec une nouvelle énergie. Et je pense que ces va-et-vient sont intéressants et sont enfin, moi, je peux pas imaginer ma vie et ma carrière sans ça. Donc, voilà, Mazorca naît un peu de ça. Et là, je vais passer un peu plus rapidement.
voilà, avec les résidences précédentes. Cecilia Porras Sáenz, avec qui on avait fait aussi Un œil pense. Voilà, bon, les expositions. Ça, c'était Benvenuto Chavajay, qui est un artiste guatémaltèque avec qui on avait fait une performance autour du Père Lachaise. Par rapport à l'œuvre de Miguel Ángel Asturias, justement, qui s'appelle Hombres de Maïs. Donc, il s'était déguisé en maïs. Et donc, cette œuvre a été acquise aussi par le Reina Sofía. Donc là, on le voit en arrière. Enfin, c'est lui avec en arrière-plan cette photo. Sandra Monterroso qui vient là en juillet. Et donc, juste pour... Ouais, on va peut-être passer d'abord à Julia pour parler des résidences et de l'importance. Moi, je connais plus la Cité internationale des arts parce que j'étais beaucoup en contact avec eux aussi à travers la Caféothèque qui en fait partie. Mais je découvre aussi, j'ai découvert à travers MENA Fiminco et je trouve que c'est une résidence qui est très intéressante aussi par son format. Donc on va laisser Julia la présenter. La Fondation Fiminco, donc c'est une résidence qui est aussi plus récente que la Cité des Arts. Donc je pense que c'est aussi pour ça peut-être que tu l'as découvert plus récemment. Mais donc ça a été fondé en 2017 par le groupe Fiminco sur un ancien site industriel pharmaceutique à Romainville. Et c'est un quartier culturel qui fait près de 120 000 m², dont 50 000 m² sont entièrement dédiés à la culture. Donc là, c'est toujours en construction, donc c'est aussi un site qui est en expansion constante. Et donc la résidence, elle est pensée comme un lieu ressource mis au service des artistes, mais aussi de la visibilité, donc de l'art contemporain et des pratiques contemporaines à l'international. Et donc on accueille des artistes tous les ans à travers différents programmes de résidence et des publics à travers des événements gratuits aussi qu'on organise autour des résidences. Donc c'est voilà, les open studios, il y a des performances évidemment autour des pratiques des artistes qu'on accueille. Donc c'est vraiment un écosystème de création contemporaine et voilà, enfin, qui donne place principalement ces dernières années aux arts visuels, mais qui va s'ouvrir à partir de l'année prochaine aux arts vivants et aux métiers d'art. Donc c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. On est en train d'ouvrir une salle de spectacle qui pourra accueillir 600 personnes. Donc ça va nous permettre aussi de créer de nouveaux projets, de nouvelles places pour d'autres formes d'art. Voilà. Et donc, à la Fondation, on accueille deux formats différents, on va dire deux principaux formats différents de résidence. Donc, on a un format qu'on appelle Talents, qui est un format de résidence avec des partenaires internationaux. Donc, on conçoit ces programmes vraiment sur mesure avec les différents partenaires. Donc, ils sont tous différents. Cette année, on a eu près de 20 programmes Talents. Et donc, c'est vraiment pensé avec des ambassades, des centres culturels à l'international, des instituts français à l'étranger. Donc c'est assez varié, c'est des périodes qui vont souvent de 1 à 9 mois, plutôt autour de 2 et 3 mois souvent pour les artistes. Et voilà, c'est un programme qui est assez variable et qui s'étend aussi cette année. On a eu quand même beaucoup plus de programmes Talents que l'année précédente. Voilà. On a la résidence Fabrique, donc qui est celle dans laquelle on accueille MENA cette année et qui est une résidence dont c'est la 5e saison cette année. Et donc c'est un programme de 10 mois. Enfin, jusqu'à présent, les dernières années, c'était un programme de 10 mois pour 12 artistes. Et à partir de l'année prochaine, ça se développe aussi un peu puisqu'on laisse le choix pour la période. Donc ça ira de 3 mois, 6 mois à 10 mois. Pour 18 artistes et cette fois-ci qui s'ouvrira, donc, comme je vous l'ai dit, au champ des métiers d'art, du spectacle vivant, de la recherche, de l'écriture. Donc vraiment notre but c'est aussi d'étendre aux différentes pratiques et donc dans le cadre de ces résidences on accueille les artistes sur place et ce qui fait la spécificité un peu des résidences à Fiminco, c'est que les artistes sont là donc pendant 10 mois pour Fabrique, ce qui est quand même
une durée assez importante. Enfin, c'est vraiment le temps de s'installer, de vraiment aussi appréhender un nouvel environnement de travail, un nouvel environnement de vie, ce qui a été le cas, donc, je pense, pour toi, Mena. Et donc l'idée, c'est aussi de vivre sur place en communauté avec les autres artistes internationaux qui viennent de part et d'autre du monde. Et de créer donc, dans les ateliers partagés sur place. Donc, chaque artiste a un logement individuel, a accès à un atelier partagé et notamment aux espaces donc, d'ateliers de production qui sont aussi un peu notre force à la résidence. Donc, on a 7 ateliers de production. Donc là, c'est l'atelier de construction bois-métal. Il y a l'atelier, après j'ai mis des photos, voilà, l'atelier de céramique. Donc, on a 3 fours à céramique. Enfin, c'est juste le matériel qui est mis à disposition des artistes pour vous montrer un peu, que vous ayez une idée si vous ne connaissez pas déjà les lieux. Donc ça, c'est l'atelier de gravure que Mena a beaucoup utilisé et qui habitait pratiquement dans cet espace-là. Après, je pense que voilà, il y a l'atelier de sérigraphie et finalement, non, donc là c'est l'atelier de 3D, d'impression 3D et un nouvel atelier qu'on a ouvert donc cette année, dont on est très content, qui est l'atelier textile et tissage. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est un des métiers à tisser de Simone Prouvé, qui est, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, une artiste donc, textile, dont la famille nous a donné après sa mort en fait tous les métiers à tisser et tout le matériel, donc même les bottes et, de fils, etc., viennent de son atelier. Donc c'est un matériel qui est aussi très précieux et qui amène avec lui une histoire. Enfin, donc voilà, on est très contents et on l'a inauguré il y a vraiment quelques jours. Donc malheureusement pour cette année, voilà, un petit projet, mais tout le monde n'a pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais donc l'idée pour chaque atelier, c'est qu'il y a un manager d'atelier qui accompagne les artistes dans leur utilisation des ateliers et ce qui permet notamment d'expérimenter pour la plupart d'entre eux de nouvelles pratiques qui n'auraient pas eu l'occasion d'expérimenter plus tôt. Et donc Mena, ça a été ton cas pour la gravure et la céramique. Enfin, ça t'a permis vraiment aussi de, je pense, sans trop m'avancer, aller plus loin dans la pratique de la céramique, de la gravure aux côtés des chefs d'atelier. Donc voilà, la fondation, c'est vraiment un lieu ressource d'émulation artistique, d'échange artistique. Notre objectif, c'est d'accompagner les artistes dans la création, dans la production, mais aussi de leur permettre sur place de comprendre un peu aussi comment ça se passe ici à Paris, de pouvoir se créer un réseau aussi professionnel sur place, d'appréhender les différents lieux culturels et le paysage contemporain à Paris. Donc il y a tout un processus aussi de visibilisation pour nous sur place pour les artistes, parce que 10 mois, c'est vrai que ça peut paraître long, mais en fait ça passe quand même très vite. Oui. Donc dès le début, il y a aussi tout ça qui se met en place. On essaie d'organiser des rencontres professionnelles, des visites professionnelles, des open studios au rythme, au cours de la résidence, et ce qui a permis aussi de voir un peu la progression du travail de chacun avant l'exposition de fin de résidence qu'on organise chaque année, donc à la fin de la résidence de 10 mois, et qui permet aux artistes un peu de partager ce qu'ils ont créé au cours de la résidence. Donc là, je pense que j'ai fait une petite pub pour l'exposition qui est toujours en cours à la Fondation, et dans laquelle vous pouvez découvrir notamment le travail de Mena et des 11 autres artistes qui ont été résidents au cours des 10 derniers mois. Donc c'est une exposition qui est curatée par Ludovic Delalande et qui s'appelle Habiter la faille, comme vous le voyez en gros sur l'écran. Voilà, donc ça c'est aussi un moment qui est précieux pour les artistes de restitution et qui n'intervient pas tout à fait à la fin de la résidence, puisque cette année l'exposition a commencé fin avril, mais la résidence se poursuit jusqu'en juillet, donc ça laisse aussi le temps après pour chacun et chacune de faire autre chose, parce que ça a été quand même très dense avant l'exposition pour tout le monde. Donc voilà. Et donc pour la résidence, chaque année on a un appel à candidature annuel qui est clôturé cette année pour la Fabrique, mais on a toujours des appels qui sont en cours pour les programmes annexes Talents. Là en ce moment on en a 2 qui sont en cours avec l'ambassade de France en Iran
et avec le prix Habib Chérifi. Donc ça, c'est voilà, c'est un exemple, on en a vraiment, cette année, il y en a eu 20, donc on a accueilli 50 artistes à peu près pour ces programmes-là. Voilà. Julia, tu disais aussi que cette année, vous avez reçu beaucoup de candidatures du Guatemala, c'est ça? Oui, enfin, je ne sais pas si on peut dire beaucoup, je pense plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière. 4. Donc, c'est pas. Voilà, je voulais aussi en parler parce que je trouve ça intéressant de voir la place aussi des artistes d'Amérique centrale et plus largement d'Amérique latine, dans ces appels à candidature-là. Là, je me suis un peu renseignée dans le cadre aussi aujourd'hui de notre discussion et j'ai regardé, j'étais étonnée de voir qu'il y avait pour l'Amérique centrale, seul le Guatemala est représenté, donc avec ses candidatures de 4 artistes, ce qui est quand même relativement peu par rapport aux 1100 candidatures qu'on a reçues, mais ce qui représente quand même un chiffre qu'on peut prendre en compte. Il y a quand même 150 candidats, je l'ai mis, qui viennent de pays d'Amérique latine. Évidemment, c'est surtout l'Argentine et le Brésil qui sont représentés dans ces pays-là. Mais oui, je pensais que c'était intéressant aussi de parler de ça et de s'interroger autour de cette représentation aussi des artistes d'Amérique centrale ici en France qui sont en fait peu représentés dans les lieux de résidence quand même. Ménat est notre, il me semble, première artiste du Guatemala à faire partie de la résidence, si je ne m'avance pas trop, depuis 2017, 2020, le début des résidences. Donc voilà, ça montre quand même la représentation. Mais voilà, ce qui est important aussi dans cette résidence, c'est les rencontres interartistes et le fait que ce soit une résidence qui a une portée internationale. Donc là, cette année, on accueille toujours d'ailleurs des artistes de 10 pays différents dans le cadre de la fabrique. Et ça permet aussi à chacun d'arriver avec un bagage culturel, personnel, unique, qui aussi enrichit ces échanges-là entre les artistes. Et aussi pour nous, en tant que personnes travaillant à la Fondation, c'est quand même très riche de pouvoir échanger autour de ces bagages culturels qui sont différents. Donc c'est des rencontres qui sont humaines aussi, mais parfois aussi artistiques. Je sais que l'année dernière, il y a 2 artistes qui ne se connaissaient pas avant, qui ont décidé de coproduire une pièce pour l'exposition. Donc ça amène aussi des échanges fructueux artistiquement. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là sur la Fondation. Évidemment, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Mais donc, peut-être, Ména, je peux te laisser parler un peu plus de toi, ta pratique. Ouais. Merci Julia pour l'intro sur Fimanco et la résidence est parfait. Merci. Je reprends un petit peu effectivement ce que tu disais, Julia. Je pense que c'est pas juste dans les résidences artistiques où l'Amérique centrale est très peu représentée, c'est vraiment dans les institutions culturelles en général en France et en Europe en général, sauf en Espagne où les choses évidemment sont différentes parce que historiquement on est lié à ce pays. Mais donc cette année quand même il y a eu un grand événement pour l'art d'Amérique centrale qui a été la création de l'Institut de l'étude d'art centra-américain créé par Mario Cader Fresh, qui est un mécène salvadorien qui avait créé une fondation qui s'appelait Yes. Et donc maintenant, il vient de créer donc, cet institut au sein du Reina Sofía. Donc là, c'est un peu les articles qui sont parus autour de cette création. Et il y a eu 2 salles qui ont été dédiées à l'art guatémaltèque et salvadorien au Reina Sofía au moment de Arco Madrid. Et alors, donc pour revenir un petit peu à toi, Ména, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de cette exposition qui est juste avant le début de ta résidence. Moi, c'était la première fois que je voyais une exposition de toi. J'étais déjà venue à ton atelier, je me rappelle. Ména a été présélectionnée pour Mazorca, mais le dernier mot qui revenait à la Cité des Arts et à l'Institut français ne l'avait pas choisi. Mais je pense que c'était pour une raison très précise, c'est qu'elle devait venir à Fininco. Et donc cette exposition était quelques mois avant ton arrivée à Paris. Volcanes, mangos y amor.
Merci Christina. Alors ça c'est Volcanes Mangos Amor, c'était mon premier expo individuel à Guatemala et dans un espace très important culturellement qui s'appelle la R, il n'existe pas. Elle a fermé ses activités, je pense, depuis un mois cette année. Et Volcanes Mangos Amor, c'est vraiment pour moi une éruption volcanique avec les volcans, les mangues et le corps humain. Et il était pour moi aussi, on jouait des expériences érotiques et un exercice mythologique aussi. Et je pense qu'il avoue beaucoup, il avoue, comment je peux dire, quand je suis aménagé à Antigua, j'ai trouvé une expérience complètement différente de ma vie à Cité du Guatemala. Et la vie là, avec les volcans, la nature et ce monde des petites villes a vraiment changé ma vie. Et j'ai trouvé que les volcans sont devenus des présences très importantes pour moi. Et j'ai trouvé aussi des parallélismes entre les corps et le paysage que j'ai développé à travers la figure des volcans. Et je suis très obsessionnée aussi avec les valvules du corps. Et pour moi, c'est fascinant l'idée de volcans comme les valvules du corps, l'expulsion de fluides que je trouve c'est aussi un processus dans mon corps, l'expulsion de fluides, le mouvement de la sang qui coule dans mes veines et voilà. Et après il était aussi une éruption de couleurs et de textures et que pour moi c'est aussi part de ma pratique comme artiste mais aussi comme chanteuse. J'ai un rapport très près avec le corps et l'expérience sensorielle somatique. Et pour moi, le chant, c'est l'instrument du corps. Et je trouve que chanter, c'est pas juste la voix, c'est vraiment une interaction avec tout toi, tous les sons. C'est l'instrument primaire de cet être humain. Et en quelque manière, je trouve que mon manière de travailler dans le monde des arts plastiques, c'est aussi une manière de faire de la musique. Je travaille beaucoup avec des motifs, le rythme, les séquences. Et voilà, dans cette expo, j'ai travaillé un peu avec la peinture et j'ai collaboré avec un céramiste pour faire des céramiques. Et après, à Fimanco, j'ai eu la possibilité de travailler directement, moi, avec comme le manager pour développer mes pièces dans l'installation. Et voilà. Et après, j'ai fait beaucoup de dessins. Les dessins, c'est aussi très important pour moi. C'est une manière d'essayer très vitement des images et en manière très spontanée. Et comme l'improvisation, le jazz, que c'est aussi mon fil de... Comme on se dit, mon formation comme chanteuse, c'est jazz. J'ai étudié au Conservatoire de Maastricht. Juste pour 2 années. Après, je suis retournée au Guatemala pour motif de la vie. Et je ne suis pas retournée aux Pays-Bas. Mais maintenant, je suis à Paris. Et en quelque manière, bon, tout un cycle de choses. Ouais. Ah ouais, ça c'est Christine et moi, parce qu'elle est venue dans le moment de montage. Et nous sommes rencontrés, je pense, en 2022, 2023, et on a commencé à partager, à parler. Et je pense que aussi pour moi, le monde, je suis guatémaltèque, je suis née là, mais quand j'ai 17 années, je suis allée en Italie pour faire l'école là, pour finir l'école là. Et depuis ce moment, je trouvais un rapport très près avec l'Europe, l'Italie, Pays-Bas. Et j'ai voulu toujours devenir en France pour apprendre le français, pour lire les grands livres de la France et aussi pour mes amours de la peinture comme Matisse, que c'est vraiment une très grande inspiration pour moi. Et au fond, je suis arrivée ici. Et en quelque manière, je pense que pour toi, c'est aussi la même... sensation, la même expérience d'aller au Guatemala et retourner en Europe et être un petit peu dans mon espace, un troisième espace de vie et de rapports. Et ça, c'est très intéressant, je pense, pour notre conversation. Ouais. Moi, avec les mangos, Oráculo de mango sont des mangues avec des petits messages occultes.
Je suis très intéressée aussi au jeu et à la mythologie, à la magie, et je cherche aussi d'utiliser des petites choses pour créer une expérience plus participative dans mon travail. Et ça, c'est piñateria, ouais, c'est un type de papier mâché, comme nous le faisons au Guatemala. Ouais. Et après, ça, c'est mon travail. Et ça, c'est le travail que j'ai présenté pour l'expo d'Habiter la Faille à Fondation Fimanco. C'est une installation avec la peinture, la céramique et les papiers peints artisanales, et après aussi les sons que j'ai enregistrés avec ma voix. Et j'ai travaillé tout dans la fondation, et la fondation, c'est vraiment pour moi un moment pour essayer, expérimenter de nouvelles choses et vraiment de faire avec mes mains. Et j'ai trouvé que aussi les chefs d'atelier sont été vraiment je trouvais le support, comme on se dit en français, le soutien pour vraiment essayer et créer ensemble. Je pense qu'à Fimanco, c'est belle parce que tu trouves vraiment une expérience de communauté artistique avec les chefs d'atelier, avec les artistes, avec le staff. C'est une petite famille que ça a créé depuis tous ces mois, et ça, c'est vraiment très belle. Et l'installation, elle a une pièce de retable à gauche, et à droite, c'est tout les papiers peints. J'ai travaillé beaucoup avec les couleurs et les textures, parce que les papiers ronds, je l'ai fait avec des coupes de bois, qu'après j'ai coloré avec l'encre xylographique et fait des monotypes. Alors c'était un travail vraiment méditatif, et il m'a pris beaucoup de temps, mais j'aime bien aussi de faire du travail qui prend beaucoup de temps, parce que je pense que le public peut toujours voir, expérimenter aussi sa temporalité en quelque manière. Et après, c'est aussi avec la céramique, chaque matériel, je trouve qu'il y a ses temps et ses rythmes et ses processus. Et pour moi, c'était vraiment un temps pour expérimenter avec mes corps, la matière, et retourner à mon corps, parce que quand je suis arrivée à Romainville, j'ai beaucoup réfléchi qu'est-ce que ça veut dire de continuer à travailler avec les volcans, avec les paysages. Ici à Paris, on n'a pas de volcans. En France, on a les volcans à Auvergne. Ce sont de très vieux volcans, des grands-pères de volcans des Alpes, et ça, c'est belle. Mais ici, je trouve que les rapports avec la nature, c'est loin, c'est pas... Et tout à Paris, c'est très belle qu'on a les jardins, mais sont toujours des jardins très domestiques. C'est vraiment la nature et la domesticité. Et le volcan, c'est pas ça. C'est vraiment la liberté, c'est le monde sauvage et l'origine du monde. Alors pour moi, ces rapports avec les corps, c'était aussi une manière d'être en contact avec Guatemala, mais aussi d'ouvrir un dialogue avec la France et l'expérience érotique. Et ouais, ça à gauche, c'est un incensaire que j'ai aussi créé à la fondation. C'est en céramique. Je suis très intéressée à les sujets vernaculaires et le syncrétisme au Guatemala. Et je trouve qu'au monde, on a des sujets qui peut-être maintenant sont devenus juste des sujets que nous jetons après, mais pour moi, chaque objet que je fais, je l'ai cherché avec des énergies et des affects, des intentionnalités. Et ça, pour moi, c'est aussi un mystère de l'art. Après, qu'est-ce qu'il va faire après que je l'ai fait, c'est un peu de lasser les phénomènes artistiques, d'aller faire sa vie. Ça, c'est le mur avec les papiers peints et un petit close-up de la céramique émaillée. Mena, si tu peux nous dire un petit peu sur justement cette iconographie, parce que toutes ces céramiques que tu as en fait vraiment presque collées ou accrochées à ce papier peint, elles reproduisent des éléments qui sont caractéristiques en fait de ton travail. Il y a le serpent, il y a le volcan, il y a la floripundia, il y a le poisson.
Bref, des éléments comme ça, je ne sais pas, moi je vois un peu des glyphes, comme une écriture aussi. Donc si tu peux nous en parler un peu plus. Ouais, après, je vois l'art comme un langage et je trouve que l'art peut communiquer des choses pas avec le texte toujours, mais avec des images et l'iconographie. Alors pour moi, c'est aussi ma recherche est basée aussi sur l'idée de créer un langage personnel et aussi une mythologie un peu alternative, imaginaire et j'utilise beaucoup l'image du volcan, des poissons, les jambes, le corps humain et animaux et j'ai cherché un peu dans cette installation de créer un petit collage avec des différentes glyphes et images. Je me suis beaucoup inspirée dans la culture égyptienne et maya parce que j'ai voulu créer aussi avec corpario, que c'est un néologisme pour dire lieu du corps ou collection du corps. J'ai voulu créer un espace où la gens peut se fermer et réfléchir, être en rapport du corps. Et peut-être que j'ai pas créé intentionnellement un message très précis, mais l'idée c'était plus de communiquer un message secret, un mystère à travers ces images et de laisser de l'espace pour la gens pour interpréter, expérimenter à travers l'expérience artistique. Ouais. Bon, des autres vues de l'exposition. C'est beaucoup cherché, j'aime bien les couleurs, les textures comme j'ai dit avant. Et j'ai voulu un peu essayer de créer une expérience un peu plus maximaliste, pas trop minimaliste. Et je pense qu'en Europe, nous sommes un petit peu en moment de transition et dans le monde de l'art. Mais je trouve qu'on a un petit peu ces idées comme chromophobia, un petit peu. Et tout le monde de l'art contemporain, c'est beaucoup blanc, noir et c'est possible que nous, les artistes latino-américains, on fait des choses différentes, mais moi, je me sens beaucoup connectée à la couleur comme une manière d'être dans le monde et communiquer, de sentir et ressentir. Alors, c'est très important pour moi, de l'apporter avec les couleurs. Et ça, c'est la peinture Éruption de la Floripundia y Serpiente en Luna Llena, Éruption de la Floripundia et du serpent en pleine lune. Et ça, c'est la première fois que j'ai travaillé avec les pastels tendres. Et j'ai fait toutes les peintures dans l'installation avec les pastels tendres parce que ma recherche à Fiminco et l'appel que j'ai fait, c'est pour expérimenter de différentes manières la peinture avec de différents matériaux. Et je sais que les pastels sont très importants pour la tradition pictorique de la peinture en France. Et voilà, j'ai cherché de créer en manière très aussi somatique et corporelle parce que les pastels tendres, c'est vraiment de poudre. Et c'était très intéressant d'avoir la possibilité d'essayer avec de nouveaux matériels. Et en France, on a beaucoup d'options. Et à Guatemala, c'est toujours difficile de trouver certains matériels. Alors pour moi, c'est vraiment l'occasion de me laisser, de me permettre d'essayer de nouvelles choses. Ça, c'est quelle de notre invitation aujourd'hui. C'est Puntos Cardinales, Points cardinaux, et c'est pratiquement l'éruption du volcan et la Floripundia, que c'est aussi l'éruption avec des animaux moutons, des poissons, personnes, comment ça s'appelle? Dragon, et un peu l'idée aussi du corps des femmes. J'aime bien, comme j'ai dit, de créer des images qui ont des différentes perspectives et invitant les personnes les regarder en différentes manières. Et je trouve que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, après vous nous direz, mais que malgré le fait que ce soit vraiment ancré dans une iconographie et dans des références qui sont proches du Guatemala, en fait, c'est un langage universel parce que c'est le triangle, c'est le corps féminin, c'est les fleurs, c'est les animaux. En fait, c'est vraiment des signes qui sont assez simples, des formes qui sont assez simples. Mais dans cette simplicité, il y a énormément de recherche, justement, d'une essence de l'élément que
qui est censé aussi toucher le spectateur de façon très intime, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Ça, c'est le sanctuaire sur l'eau, et j'ai pris beaucoup d'inspiration pour un voyage que j'ai fait à Vulcano l'année dernière. Et j'ai trouvé très émouvant de voir le volcan sur l'eau. Ça, c'est la première fois que j'avoue un volcan différent respect au volcan de Guatemala. J'ai voulu faire un petit hommage de cette expérience. Et on est arrivé un peu à la fin des moments jusqu'à maintenant. Le samedi dernier, nous avons fait un concert avec mon ami et contrebassiste Cristóbal Pinto. Nous avons commencé à jouer la musique au Guatemala et après il allait habiter à Hannover et est venu ici à Romainville à la fondation. Et merci à la fondation pour l'avoir porté ici et pour jouer des chansons, paysages, des poèmes, parce que j'écris beaucoup de poèmes et quand j'ai fait mes démarches artistiques et les recherches, c'est une manière pour moi d'enregistrer des idées très vitement. Et on a essayé de faire un petit peu de musique et d'activer l'expo en cette manière. Et je vais vous porter un des petits extracts. Encore un cadeau pour ce soir. Una flor inverte es un volcán. Una flor invertida poliniza el suelo. Una flor invertida es la verdad. Una flor invertida es un amor sincero. Très long. Le concert, c'est de 25 minutes. Et merci. Et c'est aussi une différente perspective de mon travail, que c'est très connecté à la musique et c'est très important pour moi. Oui, je voulais dire, Mena, il y a un aspect aussi très important, je pense qu'on ne voit pas dans les photos, qui est que l'installation, elle est hyper immersive aussi, avec l'encens que tu as amené du Guatemala, avec aussi la voix de Mena qui est toujours dans l'espace, parce qu'il y a cette enceinte dans l'espace aussi. Donc là, c'était un moment qui donnait vraiment vie à l'exposition, mais qui est aussi toujours présent, j'ai l'impression, dans ton installation, est très important pour bien rentrer dans ton travail aussi.
concert, tu peux le trouver sur ton YouTube, c'est ça? Oui, Ou sur ça ta c'est chaîne? un petit sneak peek parce que je suis en ce moment de faire l'editing, mais il va être live sur YouTube les prochaines semaines. Ouais. Je vais partager sur Instagram, mon site web. Et voilà, ça c'est ça que j'ai préparé pour vous. Et si vous voulez un petit peu si nous avons de temps, on peut parler des processus ou peut-être de savoir si vous avez des questions. Je sais pas, comme tu Non, veux moi je faire. trouve que c'est intéressant justement que tu parles un peu de cette fluidité dans ton approche à l'art, parce qu'il y a la danse, il y a, enfin moi j'ai vu des œuvres justement en papier mâché, en pastel sec, en acrylique, en dessin. J'ai vu des performances de toi d'ailleurs au CCE, au Centre culturel d'Espagne à Guatemala City. Voilà, enfin, musique. Donc je pense qu'il y a toute cette richesse. Et donc j'aimerais savoir aussi, enfin j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment tu choisis ton médium et comment se passe justement cette création dans cette fluidité. Ouais, c'était vraiment une expérience multisensorielle et j'apportais des encens de Antigua, Guatemala et de bouche, ça s'appelle bougie. Et des éléments vraiment rituels et pour créer vraiment une expérience transdisciplinaire et multisensorielle. Et, ouais, en fait, je me sens pas vraiment juste musicienne, chanteuse, artiste, et je trouve que l'art est très connecté à la vie et je travaille aussi comme ça. C'est tout basé sur mon expérience, mes expériences, et les dialogues que je fais avec les autres, et ma famille, et les expériences ici avec des autres artistes. Et pour moi, c'est vraiment l'art vivant, l'expérience, les souvenirs, et ça que je sens que c'est en quelque manière intime et personnel, parce que je trouve que l'art est aussi une responsabilité, alors je dois me sentir vraiment très connectée à ça que je veux partager avec les gens. Et affirmant que je cherchais vraiment de créer en manière transversale et transdisciplinaire. Et la transversalité, c'est très important dans mon travail parce que c'est pas vraiment la peinture, la céramique, la musique, c'est plus l'idée de créer une expérience pour les personnes et après de choisir et avec les matériaux avec ce sera mieux de travailler et de créer sa expérience pour les gens. Je pense que le public, il se mérite vraiment d'avoir une très belle expérience. On peut oublier, c'est ça, mais l'art, c'est aussi pour les autres personnes, c'est pas pour moi. Et c'est pour créer et laisser abandonner en quelque manière et laisser que mon travail fait quelque chose au monde, ou peut-être pas, mais c'est comme Simone Weil a parlé, je trouve très inspirant Simone Weil. Et Simone Weil, la philosophe, parce qu'il y a deux, mais elle parle le mot sacrificio, qu'elle dit c'est officio sacro, c'est de faire des choses qui sont en rapport avec le monde sacré. Et pour moi, l'art a quelque chose aussi de sacré et de très connecté à la vie, mais aussi un autre monde qu'on ne connaît pas. Et j'ai cherché en quelque manière, avec les images, l'iconographie, de me connecter aussi à une expérience religieuse imaginaire. Et je sais que ça, c'est une thématique difficile au monde parce que la religion, elle a traversé aussi des situations politiques, sociales, sociaux très difficiles. Mais je suis très intéressée à voir comme dans l'histoire, on a vu toujours un rapport très près avec l'art et l'expérience religieuse. Et c'est par ma recherche artistique d'essayer de créer en quelque manière un moment de transcendance, d'expérience spirituelle, mais pas juste spirituelle, vraiment d'essayer d'imaginer
comment est-ce que je pourrais créer une mythologie, une religion imaginaire avec l'art. Là, nous sommes avec Edouard Woolton, on a travaillé dans les papiers-pontes, les patterns que je coupais dans les bois, et elle m'a beaucoup soutenu à faire ce travail et ajouter ces layers à mon installation. Et après ça, c'est l'atelier céramique. J'ai travaillé beaucoup avec la céramique et j'ai découvert que c'est une manière, un matériau très connecté à ma pratique aussi pour le feu et les rapports avec la terre et les volcans. Et c'était bien pour moi de travailler avec la céramique. Et ça, c'est un peu des images de montage. Et ça, j'ai trouvé très, très belle de la fondation, vraiment de l'expérience collective. On a travaillé avec un collectif qui s'appelle Collectif Cartel. Et on était très créatifs aussi pour penser comment est-ce qu'on peut installer le travail en manière juste, précise, mais aussi de penser à comme la matérialité a besoin d'être dans l'espace. Parce que mon travail, c'est pas juste de mettre les choses dans les murs, mais c'est vraiment de penser comment est-ce qu'on va créer l'expérience. Et ça, c'est Thibaut, que c'était très gentil, j'adore, nous sommes devenus des amis. Et ça, c'est Ridi Bansal, qu'on a connu dans la conférence qu'on a fait à IESA. Et après, elle m'a écrit pour faire un stage avec moi. Et ça, c'était aussi une très belle expérience. Et faire cette tâche, c'est la première fois que j'avais une stagiaire. Et ouais, voilà, c'était très cool. Et après, je voudrais juste parler que la fondation, c'était aussi une opportunité pour moi de partager avec des commissaires, des artistes. Et ça, c'est Burja Jakissi, une curatrice turque, ça s'appelle en français? Ouais. Et elle m'a invité à participer à une exposition collective en Istanbul. Et après, maintenant, j'ai commencé à travailler avec la galerie et je vais voir l'année prochaine une exposition avec la galerie Kairos. Et j'avoue aussi la possibilité de faire un travail en situ à l'IFA Galerie Stuttgart dans une expo qui s'appelait Born from Volcanoes, curatée par Paz Guevara et Christian Vargas Pailaweke en conversation avec Bettina Korintenberg, qui c'était la directrice de IFA, et je suis allée là à faire une peinture fresque de 11 mètres long. C'est très beau. C'est fatigant, mais aussi très belle de travailler et d'écrire aussi avec la peinture et l'idée de volcan dans un espace intime à l'intérieur. Et ben voilà, c'est ça. Et notre exposition à la Fondation, elle est ouverte jusqu'à le 22 juin. Et du mardi à samedi, de 14h à 18h, c'est ça, non? Et on a d'ailleurs une visite professionnelle, si ça vous intéresse, ce vendredi à 10h. Et il y aura plusieurs artistes, dont Mena, tu seras là, je crois, pour présenter leurs travaux. Donc c'est aussi plus intéressant, je pense, qu'une visite sans LDE. Ouais, vous êtes tout invités. Merci. Y a-t-il des questions? Bonjour, merci pour cette très belle présentation. Ma question, c'était plus pour Mena. J'avais vu sur ton compte que tu avais fait un vidéo et tu expliquais un peu comment tu étais arrivé dans les volcans. Et c'était un peu par un voyage, avec un échange avec une amie. Et je trouvais intéressant cette démarche que quand on crée, peut-être on ne sait pas très bien où on va. Et c'est un peu avec le temps, en regardant à l'arrière, où on se dit, bah, en fait, c'est quelque chose qui est dans mon imaginaire, dans mon esprit.
c'est quelque chose quelque part qui rappelle à la mémoire, finalement, non, d'un territoire, que ça évoque aussi le fait des artistes qui quittent un peu leurs racines et qui se retrouvent dans un nouvel environnement, qui se réinventent. Et donc ma question, c'était un peu, quand tu crées, t'es conscient, t'es pas consciente? Est-ce que la démarche à Fiminco, ça a été de l'expérimentation, rechercher un peu les ressources du passé? Parce que là, quand tu parlais, je me disais, mais en fait, le volcan, il est en toi. C'est vraiment quelque chose de... comme une faille dans ton cœur. Et en parallèle aussi, c'était le fait que la mangue, par exemple en Colombie, la mangue, ça peut être aussi le cœur. Et donc, il y a peut-être un jeu de mots avec la symbolique dans plusieurs langues aussi. Merci pour la question. Et ouais, c'est vrai que pour moi, la démarche artistique et mon processus, c'est pas vraiment théologique. J'ai pas un lieu où je dois arriver. C'est plus vraiment une recherche et le désir de produire de nouvelles manières d'être dans le monde et chercher des moyens pour me rapporter avec les autres. Alors, je me sens toujours en voyage avec l'art et c'est aussi possible qu'il y ait un rapport très près avec la nostalgie. Je suis vraiment très nostalgique, je pense. Je suis aussi volcanique, mais je sens qu'il y a quelque chose que je ne peux pas trouver et je le sens dans mon corps. Mais la nostalgie, elle est devenue un moteur, ouais, un moteur, c'est ça, pour créer, pour chercher de trouver ça que je sens à l'intérieur. Et en quelque manière, le volcan, c'est aussi l'origine de toutes les choses. Avant les personnes, avant le monde, il était déjà le volcan, non? Parce que le monde est le volcan et ça pour moi, c'est réconfortant de quelque manière. Tu veux dire quelque chose? Oui. L'Amérique centrale s'est créée à partir d'éruptions volcaniques. Donc, l'Amérique centrale, l'isthme d'Amérique centrale, ce n'est que des éruptions de volcans qui ont fait des sédimentations et qui ont uni les deux masses continentales et qui existaient à l'époque de Pangée. Mais nous, c'est vraiment beaucoup plus récent. Donc, voilà, juste petite parenthèse géologique. Oui, c'est ça. Et après, avec les mangues, tout a commencé avec les volcans et les mangues quand je suis allée en Italie. Et j'ai essayé ces nostalgies de volcans, de la vie au Guatemala. Parce que pour nous, les saisons des mangues, c'est très important. On attend pour manger les mangues chaque année. Et aussi, de manger en mangue, c'est une expérience érotique, presque érotique. C'est pas organisé, c'est tout fini avec les mangues. Ouais, c'est comme ça. Non, c'est pas. Et en Guatemala, on entend les mangues verts, c'est les premiers mangues, les petits mangues, et après on a... Ouais, c'est ça, et je trouve que les mangues, c'est intéressant parce que quand il est petit et tendre, c'est plus dur, mais les graines, les maillots, c'est tendre et tu peux le couper à moitié, mais après quand les mangues est plus, comment ça dit, mature, mûr, et le mangue, il est tout moche, mais j'ai oublié encore le mot. Noyau, c'est dur et c'est très intéressant. Et j'ai commencé à décider aussi de volcans. Et je pensais, qu'est-ce que c'est Mais c'est ça que je pense les artistes nous faisons toujours. Nous sommes liés à écouter les moments. Nous faisons toujours beaucoup. Au moins, je fais toujours quelque chose, mais pas toujours de faire des choses que j'aime. C'est plus que je fais des choses que j'aime pas. Mais j'attends de mon monde où quelque chose il arrive et après je cherche de travailler avec ces images et c'est aussi un petit peu comme une révélation, non, en quelque manière. Oui, bonsoir. Vous exprimez très bien ce que vous avez à dire et je trouve que ce que vous dites aussi pose beaucoup de questions
beaucoup de questions sur l'art et sur la relation que vous avez avec l'art et que nous, on peut avoir aussi avec l'art. Et j'ai trouvé que... J'ai rien à dire parce que vous avez dit tellement de choses, c'est tellement riche tout ce que vous dites, qu'il y a matière à méditation sur ce que vous dites. Vraiment, c'est passionnant. Et vous avez vraiment dessiné un profil esthétique, les termes, esthétique, mental, mais aussi affectif, très, très fort, très construit, avec vos questions. Votre aspect, votre dimension volcanique et votre nostalgie, moi, ça me parle beaucoup, ça. Parce que je suis un peu comme ça aussi. Ah, merci. Merci beaucoup. Je suis désolée, on doit laisser la salle ce soir, donc merci infiniment. On se retrouvera à la rentrée. Le Guatemala n'en a pas fini avec nous, ou nous avec lui, parce qu'on va se retrouver à la rentrée avec une artiste du Guatemala, qu'on a vu tout à l'heure, Sandra Monteroso. Donc c'est vraiment incroyable, parce que petit pays, beaucoup de talent. Voilà. Merci Anne, merci.